Bonjour, merci de votre présence. Je suis là pour vous parler d'enseigner l'écologie en forêt. Pourquoi je vous en parle? Parce que je suis prof de l'UCT. J'ai fait un doctorat en écologie des populations. Et depuis ce doctorat, je m'investis beaucoup dans le partage et l'échange avec mes collègues autour de l'enseignement de l'écologie, qui parfois est un peu le parent pauvre des programmes pour diverses raisons. Je voudrais essayer de comprendre, et c'est pour ça que je démarre aussi un doctorat en didactique des sciences, pour justement comprendre un petit peu comment les collègues et moi-même enseignant l'écologie au lycée ou au collège principal. Donc, vous êtes plutôt des étudiants, c'est ça? Est-ce qu'il y a des collègues en activité par ici? Donc vous m'aiderez s'il y a besoin dans les questions pour partager vos pratiques. Sur maternelle. C'est déjà bien. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a dans les programmes? Je vais essayer de m'en sortir quelques idées clés sans que ça soit trop en milieu, de la maternelle jusqu'en terminale. Ensuite, où est-ce qu'on va enseigner l'écologie en forêt? Comment on va choisir notre système d'études? Ensuite, comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et enfin, pourquoi? C'est-à-dire, quels bénéfices attendus en termes d'apprentissage? Donc, on va essayer de suivre ceci. Et puis, je vous ai mis donc un lien, un QR code vers un site de ressources que j'ai fait autour de l'enseignement de l'écologie plutôt lycée. Excusez-moi, un peu collège. Au collège, j'ai essayé de regarder un petit peu. Donc, il y a des cours, il y a des activités, il y a des DS, il y a des ressources diverses et variées. N'hésitez pas à y aller. Et à regarder un petit questionnaire qui m'intéresse à remplir sur la première page. Donc, pourquoi je vais être rapide? Parce que sinon, ça va être très ennuyeux. Ce qu'il faut regarder, c'est dans les savoir-faire, qu'est-ce qu'on attend de faire concrètement en lien avec ces thèmes d'écologie. Quand on est en cycle 1, cycle 2, cycle 3, on voit qu'il y a la diversité du vivant qui vient souvent questionner en début les interactions, avoir une première idée d'un écosystème. Et ça se repose principalement sur des activités d'observation de l'environnement proche, avec quelques débuts aussi de modélisation, c'est-à-dire comment simplifier ce qu'on a vu sous la forme de schéma, sous la forme de dessin. Donc la description et la modélisation. Ensuite, au cycle 4, donc le collège, 5e, 4e, 3e, on va revoir là encore une fois des aspects d'interaction, de l'écosystème, et puis on va commencer à travailler beaucoup la biodiversité, son évolution, donc, qui en écologie est intéressant, surtout en termes de diversité et d'interaction et de dynamique. On retrouve encore une fois l'importance de la description de milieu, de privilégier les observations de terrain, de récolter des données. Donc on a la mise en place d'une démarche scientifique d'échantillonnage qui apparaît ici. Ensuite, au lycée, vous avez la gestion des écosystèmes qui parle de rien d'écologie. Et il ne faut pas oublier que les forêts cultivées sont des écosystèmes. On retrouve recenser, extraire, décrire des informations issues du terrain, réaliser des mesures, essayer de concevoir un certain nombre de choses. On voit, quand on parle de gestion durable des écosystèmes, l'importance de mettre en place une démarche scientifique, une démarche de projet si possible, à partir d'exemples choisis. Ça peut être une forêt cultivée, une forêt plantée, pourquoi pas. Ensuite, en second, vous avez l'évolution de la biodiversité. Donc, certes, il y a les mécanismes évolutifs, mais il y a aussi toutes les techniques d'échantillonnage, où on va retrouver au cours de sortie terrain, identifier, quantifier, comparer, mettre en œuvre des protocoles d'échantillonnage. Donc, on retrouve encore une fois ces éléments de mesure et de description. Enfin, le gros morceau qui est apparu en première avec les services écosystémiques, ce thème peut être traité par le prisme des écosystèmes forestiers. Il ne doit pas. Et souvent, j'ai des collègues qui me disent oui, on nous dit qu'il faut faire la forêt, mais je ne sais pas de forêt.
personne n'a dit ça doit être la forêt. Par contre, évidemment, la forêt est un écosystème intéressant à étudier, il y a plein de choses à y dire. On a souvent une forêt pas très loin. Mais attention, ce n'est pas obligatoire. Si vous avez une superbe dune à côté de votre établissement, allez sur la dune. Pas besoin de se forcer à aller en forêt. Mais la forêt nous occupe ici. Donc on va encore une fois décrire des interactions, des communautés, etc. Décrire des outils d'échantillonnage, des mesures, etc. Bref, vous commencez à comprendre mon propos, il y a des choses qui reviennent très souvent. On n'oublie pas la terminale avec l'enseignement scientifique, on a la dynamique de population, on peut faire des sorties terrain, des explorations en termes d'échantillonnage, d'effectifs, et on peut même modéliser tout ça avec la dynamique de population. Et en terminale, on a les changements climatiques, et donc là encore, on peut essayer de suivre, faire des suivis à long terme, faire un certain nombre d'analyses, de récolte de données, etc. Donc, j'ai été un petit peu rapide, mais vous comprenez que de la maternelle jusqu'en terminale, ce qui nous intéresse en écologie, c'est de pratiquer l'observation et la description d'écosystèmes, ici ce qui nous intéresse, la forêt. Ensuite, des mesures, des protocoles d'échantillonnage de ce qu'est une forêt en l'occurrence pour toute sa complexité. Et puis, si possible, modéliser tout ça et avoir une démarche de projet. On va essayer de venir avec un œil assez naïf ou scientifique et de refaire des recherches. Donc ça, c'est ce que j'aborderai dans la troisième partie sur ce que l'on peut faire maintenant à partir de ces prescriptions, qui sont des prescriptions, et avec ces prescriptions, on fait bien ce qu'on peut, ou ce qu'on a envie, et alors maintenant, ça c'est un point souvent problématique, où est-ce que je vous partage? Je suis dans un établissement, et parfois en plein centre-ville, etc. Première option, je prends la forêt la plus proche de mon établissement. Là j'ai un exemple, avant j'étais à Sens en Lyon, j'avais un lycée qui était là, on allait, la forêt la plus proche, il n'y avait pas plus proche possible. On allait à pied, parce que ça coûte pas cher, une demi-heure de marche, comme ça les élèves, là, ça leur fait du bien, ils s'en souviennent, ça les fatigue, surtout quand il pleut, ils adorent. Et c'est possible, soit sur un TP de 3 heures, on se dépêche, on court, on y passe 1 heure, on revient, soit on fait des modifs avec les collègues, on part un peu plus longtemps avec un groupe, puis la semaine d'après, on part un peu plus longtemps avec le deuxième. En tout cas, c'est possible. Vous avez la même chose à Douai où je suis actuellement, le lycée est là, on peut aller dans la forêt du Terré ici, avec un réseau de bus qui est gratuit à Douai, c'est pratique. Donc ça c'est la première option, la forêt le plus proche, ça vaut le coup. Moi ce que je faisais aussi en début d'année, je faisais une petite sortie de découverte d'intégration, par la journée avec les secondes par exemple, on fait une longue balade de 10 km, on sait ça, on revient. Ça permet de voir plusieurs systèmes. Ensuite, autre possibilité, un parc urbain à proximité si on est dans une zone urbaine. Donc à Sens, il y avait un parc urbain, c'était intéressant, on pouvait parler de synthèse écosystémique, etc. J'en parlerai plus tard. Le parc urbain est un petit peu plus proche, ça peut être sur un TP de 2-3 heures, ça se fait. Là encore, il y a une petite marche. La Arras, par exemple, le lycée de ma femme, il y a le lycée qui est là, il y a le parc urbain de la Citadelle qui est derrière, c'est parfait, c'est juste à côté. J'étais avant à Rony-sous-Bois, donc le lycée de Rony-sous-Bois était là, il y avait le parc naturel des Coteaux d'Amont, une zone urbaine très dense, mais il y a toujours un parc à proximité avec au moins un bosquet d'arbres, si ce n'est une petite forêt que l'on peut vivre. Option 3, une zone arborée dans le sein de l'établissement. Alors là, on est quand même des beaux espaces, donc parfois il y a des petits bosquets d'arbres, ça peut être l'occasion de faire, pas forcément de l'écologie forestière, mais en tout cas de poser un certain nombre de questions, de faire un certain nombre de mesures. Donc là, c'est le lycée de Tuilly et d'Amiens, où il y a une zone relativement arborée par ici. Donc peut-être que dans votre établissement, il y a des petites choses. Et option 4, apporter la forêt dans la classe. Donc là, justement, c'est un exemple, on
reste en salle, mais on peut apporter la forêt en classe si on n'a pas d'autre solution. Au lycée, on peut faire aussi des analyses d'images, par exemple. Là, c'est les variations des occupations des milieux sur plusieurs années. On peut faire des poupées en classe, traditionnelles, entre guillemets, mais à partir de matériaux complexes, à partir de matériaux réels, et pas standardisés ou simplifiés. Okay. Donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Le mieux, en tout cas pour un écologue, c'est de sortir, mais il y a des contraintes de temps, de sécurité, de météorologie, parfois d'argent, souvent d'argent, on fait ce qu'on peut. Ensuite, comment? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Je vais reprendre les différents éléments qu'on a extirpés des programmes. D'abord observer, écrire, puis mesurer, puis modéliser, etc. Alors, d'abord d'écrire. C'est pas si simple que ça d'écrire. C'est la première approche, il ne faut pas penser que c'est facile de décrire. Ça demande d'avoir les yeux ouverts, ça demande de faire attention à une diversité d'éléments. C'est pas simple du tout. Donc, un premier exemple, ça peut être juste une exploitation agricole, un écosystème forestier ou un autre. Donc là, moi, je m'intéresse à la forêt aujourd'hui. On sort, on fait une visite en forêt, l'activité peut être simplement de décrire, éventuellement de schématiser cette forêt. Donc là, vous avez un schéma d'interaction dans une forêt à partir d'éléments qu'on va nous faire observer. Donc ça permet de travailler au sens de l'observation, de décrire des systèmes dans leur complexité, de nommer un certain nombre de choses. Autre activité qu'on avait fait en maternelle, qu'est-ce qu'un écosystème? Donc dans le programme, il y a marqué pas forcément le terme écosystème, mais découverte de l'environnement proche, essayer de voir les aspects dans leur complexité. Ben, on était allé dans le parc, et puis on avait vu certaines feuilles qui étaient mangées. On avait vu des galles, on avait vu des lichens. Donc ça pose un certain nombre de questions sur les interactions entre ces arbres et les espèces qui vivent à côté. Et donc pour des élèves de maternelle ou de CP, excusez-moi, je l'avais fait en CP cette version-là, et la version identification des feuilles, c'était en maternelle. En tout cas, ils ont bien aimé, et après, donc, ils font des flèches pour faire des interactions entre arbres et insectes. Et à la fin, ça schématise un réseau d'interaction qui est une première approche d'une notion d'écosystème. Donc ça, c'est pour l'observation. Ensuite, l'observation ne suffit pas. Il faut, quand on fait des sciences expérimentales, ou en tout cas quantitatives, on va chercher à mesurer, à échantillonner pour savoir si notre approximation descriptive, elle est confirmée par une appréciation quantitative. Donc la question intéressante ici, c'est la question des stratégies d'échantillonnage, c'est la division du travail, parce que sinon on ne s'en sort pas. C'est de travailler sur l'importance de la variabilité, de sortir de la moyenne et de voir une variabilité dans les différents éléments échantillonnés, de sortir de l'observation unique. Donc là, c'était dans la forêt à côté du lycée. On arrive, on va échantillonner. Alors, comment on va échantillonner? Première solution, je lance un cerceau complètement au hasard, donc je fais un échantillonnage au hasard, aléatoire de mon système, et puis je relève des paramètres de l'environnement, donc abiotique, puisque ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le fonctionnement du système, température, humidité, luminosité, etc. Et puis, le nom des espèces que je vais trouver. Bien sûr, il faudra analyser tout ça. Ensuite, je peux faire, parce que je constate dans mon observation première de la forêt que, en fait, une forêt, c'est pas homogène. Il y a des espaces qui sont plus sombres que d'autres, plus lumineux que d'autres, et puis j'ai pas exactement les mêmes espèces selon les endroits. Donc peut-être qu'on peut mettre en place un échantillonnage stratifié, c'est-à-dire qu'on va échantillonner au hasard, mais dans des zones que l'on a repérées, c'est-à-dire des zones de lumière ou des zones d'ombre. En tout cas, poser la question de qu'est-ce qu'on va mesurer et comment on fait
avoir une approche représentative de ce que l'on va mesurer dans un système qui est complexe. Ça, c'est intéressant aussi à échanger avec les élèves. Surtout, on a un appui pour ça, ce sont tous les protocoles de sources participatives pour lesquels la démarche d'échantillonnage est explicitée et intéressante à étudier. Pourquoi est-ce qu'on doit faire exactement le même protocole systématiquement dans les mêmes conditions? Ça, c'est très important à expliquer auprès des élèves pour qu'ils comprennent l'importance qu'a la reproductibilité des mesures dans une démarche. Donc vous les connaissez certainement, hein, tous ces protocoles. Il y a des formations régulières et on remercie les personnes qui s'investissent là-dedans pour nous aider. En tout cas, ça c'est une banque de protocoles d'échantillonnage prête à l'emploi. On a déjà essayé les oiseaux, les escargots, les mammifères, avec les étudiants, les élèves, c'est toujours intéressant. D'autant plus que maintenant, on va dire que les connaissances naturalistes ne sont plus absolument nécessaires pour l'enseignant qui est parfois un petit peu en inquiétude par rapport à ça, ou pour les élèves, comme il y a, que ce soit PlantNet ou Merlinger, des applications qui nous aident quand même à identifier les choses, et puis qui permettent aussi d'aborder la question de comment fonctionnent ces outils, des questions d'analyse d'image, d'intelligence artificielle, ça, c'est intéressant aussi de questionner ces outils. Donc là, c'était pour l'échantillonnage. On peut aller un petit peu plus loin en termes de mesures. On peut s'intéresser à la construction d'outils de mesure. Donc là, vous avez des liens vers des fiches pour construire une espèce de mini-station météo avec des microcontrôleurs construits par des étudiants. Donc, il y a toute la démarche de construction qui peut être un projet de travail. Et puis ensuite, on va sur le terrain pour faire un certain nombre de mesures. Donc là, par exemple, c'était à Sens, c'était une question autour des services écosystémiques, mesurer la température dans un parc urbain, montrer l'importance de la présence de l'étang, la présence des bosquets d'arbres dans la diminution de la température. En seconde, ou au cycle 3 et au cycle 4, ça peut être autour de la biodiversité, d'échantillonner des espèces, là ici des coquilles d'escargots, pour travailler sur la question de la notion d'espèce et de la diversité spécifique. Donc ça peut être ici des échantillons qu'on fait en forêt, des escargots de forêt, ou bien des plantes, ou bien d'autres espèces pour lesquelles on va avoir une diversité spécifique et aussi intraspécifique. Donc voilà pour la mesure. Ensuite, il ne faut pas oublier la question de l'analyse, qui est un gros morceau du boulot. Revenir de la sortie, faire ces analyses. Donc là, les analyses de diversité sur les escargots. Et puis là, les analyses en forêt pour tout ce qui est la répartition des espèces, niche écologique. Les résultats qu'on avait obtenus avec les élèves de première sur l'abondance de nos espèces, de jeunes pousses de chêne par rapport aux lierres, vous voyez une préférence du lierre pour les zones les plus sombres. En tout cas, ces analyses peuvent être faites à partir des données récoltées, même si on a l'incertitude, ça se trouve, on ne va pas avoir d'effet, on ne va pas avoir de... Et bien, c'est pas grave. L'important, c'est la démarche d'analyse. Qu'est-ce que je veux chercher comme information? Quel type de graphique je veux faire? Comment je vais représenter la variabilité autour de mes données, etc. Ça, c'est intéressant. À savoir, ça vient de changer, le Viginature propose son propre outil d'analyse des données du système, c'est-à-dire maintenant ils ont beaucoup de données, et vous pouvez aller manipuler et extraire les données Viginature. Donc vous avez récolté, vous avez participé à ce suivi participatif, et puis en classe, vous faites le travail d'analyse de données à partir des données récoltées partout en France. Il me semble que le nom de la plateforme a changé. Mais si vous allez sur Viginature École, vous avez l'indication du nouveau système. Donc vous pouvez choisir vos données, les manipuler, les simplifier, faire des représentations graphiques et même quelques tests. Enfin, on peut modéliser. Donc on peut modéliser bien sûr schématiquement, bien sûr graphiquement, c'est une première approche, mais on peut aller un petit peu au-delà.
exemple, sur le site de notre collègue Philippe Constantino, vous avez des modèles multi-agents, qui sont des modèles où vous pouvez spatialiser les interactions entre différents agents. Et actuellement, sur le site, vous avez différents modèles qui sont préfabriqués autour des questions de forêt et d'écologie. Donc la dynamique d'une pelouse avec l'installation d'une forêt, qu'est-ce qui se passe après un incendie, etc. Et là, c'est par exemple les interactions êtres et chaînes au sein d'une dynamique forestière. Donc c'est intéressant de modéliser ça, peut-être que ça doit attendre la première spécialité ou la terminale, mais en tout cas c'est intéressant de questionner ces modèles. Dans un premier temps, les faire jouer, changer les paramètres, et puis dans un second temps, peut-être réfléchir à comment générer un nouveau modèle. C'est envisageable. Et puis dernier point, plusieurs fois dans le programme, on parle de démarche de projet, démarche d'investigation. Donc on peut envisager des projets un peu plus sur le long terme. Alors en enseignement scientifique par exemple, mais le programme de première ne s'y prête pas trop. En terminale, on pourrait envisager ça avec la dynamique d'époque, mais bon, il y a tous les problèmes de bac, etc. Moi, je vais envisager les choses en première, pour en termes de préparation grand oral, de proposer aux étudiants des mini-projets sur l'année. Moi, c'était l'écologie parce que c'était comme ça. Mais ils choisissaient un thème au début de l'année, et puis sur toute l'année, ils faisaient un certain nombre d'étapes dans la démarche à partir de sujets que j'avais présélectionnés. Donc, la vie de l'établissement, la cartographie des items, la perception des services écosystémiques en interrogeant les élèves de la cité scolaire, etc. Donc ça peut être envisageable aussi, cette démarche de projet. Voilà. Dernière partie, il reste combien de temps 5 minutes? Non mais pour après, il y a des questions. 7 minutes, ça va aller parfait. Donc maintenant on a fait cette petite liste d'activités possibles et j'espère que mes collègues nous donneront d'autres pistes d'activités, que vous en demanderez d'autres par la suite. Il faut se poser la question du pourquoi au sens de quel sens on donne à ces activités et comment on les justifie. En effet, ces activités de terrain, elles sont coûteuses en temps, en énergie, en préparation, en moyens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de sorties parce que c'est coûteux pour notre travail, c'est coûteux pour notre vie d'enseignant. Et certains ne sont pas très à l'aise avec cette idée de sortir, d'aller dans une forêt dont ils ne maîtrisent pas trop la biodiversité ou même l'organisation. Et donc ça pose un certain nombre de questions. Et notamment, est-ce que ça vaut le coup de sortir? Est-ce que c'est si important que ça? Eh bien moi, ces questions, alors moi en tant qu'écologue, forcément ça vaut le coup, c'est fabuleux d'aller dans une forêt. Mais quand j'ai fini la sortie, les élèves ils me parlent de quoi? Ah qu'ils sont fatigués, il a plu, il fait froid, et puis c'était tard. Et donc au final, est-ce que ça vaut le coup? Et donc je pense que la question, elle n'est pas simple que ça, et je pense qu'elle doit être posée. Pour pas qu'on ait une démarche idéologique de il faut sortir, il faut aller en forêt. Et donc, je pense qu'il y a nécessité, alors, de preuves entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas qu'on questionne les bénéfices en termes d'apprentissage. Et donc, c'est le sens de la thèse que je vais démarrer là en didactique des sciences, en collaboration avec l'Université et la Haute École pédagogique de Suisse, de Lausanne. Essayer de voir que font les collègues en écologie, pourquoi ils le font, et quand ils sortent, qu'est-ce qui se passe? Que font les élèves? Que font les enseignants? Qu'est-ce qu'ils en retirent en termes d'apprentissage? Alors je vous en parle pourquoi? Tout simplement parce que je suis un doute pour ça. Mais rappelez avant tout qu'on a un contexte qui est problématique en écologie, c'est qu'il y a l'écologie politique, et dans la tête des élèves, tout est mélange. Pourquoi l'écologie, c'est utiliser des chaises, faire attention à éteindre la lumière, c'est pas du tout l'écologie scientifique. Et donc dans la tête, c'est brouillé. Donc d'un point de vue d'identification de contenu disciplinaire et contenu d'apprentissage, c'est très embêtant cette affaire. Et je pense que c'est le cas aussi un peu chez les enseignants, mais ça faudrait vérifier. Donc, il faut avant tout mieux comprendre les représentations de l'écologie et la conscience que en ont les enseignants
montré qu'entre les chercheurs, les élèves et les enseignants, on avait des représentations un peu différentes d'écologie. Et donc l'idée, ça serait d'aller un petit peu plus loin chez les enseignants et comprendre finalement pourquoi quels sont les choix qu'ils font en termes d'enseignement d'écologie. Est-ce qu'ils font ces thèmes-là? S'ils ne les font pas, pour quelle raison? S'ils les font, pour quelle raison? Et s'ils font du terrain, quelles sont leurs priorités, quels sont leurs choix? Tout bien avec le questionnaire qui était sur le site en première page, et puis un questionnaire que je mettrai en place à destination des collègues. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'essayer d'observer les pratiques sur le terrain et comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc ça peut suivre une démarche qu'on appelle l'evidence-based management, l'education, c'est-à-dire d'aller quantifier un petit peu les bénéfices en termes de score d'apprentissage en fonction des effets qui ont suivi ou pas une sortie terrain. Donc il y a un certain nombre de travaux pour montrer les bénéfices en termes d'apprentissage d'aller sur le terrain, mais pas forcément en termes de contenu, c'est souvent en termes de rapport à l'environnement et en termes de prise de conscience de ces environnements. Pas toujours en termes de contenu. Je dois avancer, mais donc, ce qui va m'intéresser ensuite, c'est de comprendre quelle est la construction des savoirs scientifiques sur le terrain, comment les enseignants construisent leur activité. Et donc l'idée derrière ce projet, c'est finalement d'avoir différents contextes, c'est-à-dire différents enseignants qui font plus ou moins d'activités en écologie, qui font plus ou moins de terrain, ou qui construisent plus ou moins bien les connaissances scientifiques associées. Et ensuite, de comparer les réponses des élèves au questionnaire avant d'avoir fait la séquence d'enseignement et après. Et donc l'idée, j'espère, réussir à partir donc, de ces questionnaires et à partir d'une étude des activités enseignantes, d'essayer de mettre en évidence si sortir sur le terrain, en forêt par exemple, a un certain nombre de bénéfices en termes d'apprentissage, soit en termes de contenu, en termes de méthode, et aussi en termes de rapport à l'environnement. Donc je compte sur vous, collègues et futurs collègues, si vous voulez participer à cette étude, vous êtes bienvenus. Mais bien sûr, tout ça doit passer par une description fine de ce qui se passe sur le terrain. Et donc ça doit passer par des observations ou des entretiens avec des enseignants pour être capable de bien comprendre ce qui se passe, de bien analyser Pour finir, l'important peut-être pour aller en forêt, d'enseigner l'écologie en forêt, c'est de développer l'observation, la culture naturaliste et les méthodes, peut-être davantage que les concepts associés. Concept de niche, concept de dynamique, concept d'écosystème, c'est important évidemment, mais peut-être que revenir sur le terrain, peut-être en soi important, et développer des méthodes de recherche scientifique sont importantes. Ensuite, ne pas oublier de développer des activités en extérieur, ne serait-ce que dans l'enceinte de l'établissement, et pas forcément en voyant trop loin, trop attention. Ne pas oublier qu'il y a de l'écologie scientifique, donc de la science derrière cette écologie qui est souvent politique. Et donc, si vous souhaitez, dans les mois à venir, participer à ce travail de recherche et à échanger autour de ces questions-là d'enseignement de l'écologie sur le terrain, eh bien, faites-moi signe en allant sur le site que je vous ai donné, en m'écrivant directement un mail. Et puis, je vais devoir me mettre à Facebook ou un truc du genre pour faciliter les interactions. Donc, vous pourrez me trouver sur quelque chose comme ça aussi. Dernier point que je voulais aborder pour pas l'oublier, avec un collègue, Bastien Castagnaro et la Société française d'écologie, on a montré un certain nombre de ressources sur l'enseignement d'écologie. C'est la Société française d'écologie et d'évolution. Et une cartographie des collègues chercheurs en écologie qui sont disponibles pour échanger avec des enseignants et monter des projets d'activité en collaboration. N'hésitez pas à aller voir le site de la Société française d'écologie et de son groupe sur les liens avec l'enseignement. Voilà. Excusez-moi d'avoir beaucoup parlé. Maintenant, échangeons autour de vos pratiques
autour de ce que je vous raconter, et puis vous, si vous avez des remarques ou des idées, à vous. Merci. Comment est-ce que tu comptes faire remonter les découvertes singulières de chacun des gamins qui disent c'est quoi ça, et qu'ils découvrent quelque chose et finissent la sortie avec une petite pépite de connaissances, mais qui n'ont pas vraiment compris la chose, parce qu'ils l'ont découvert. Dans le travail de recherche. Non, oui, dans le travail de recherche, parce que souvent dans l'intérêt des sciences, c'est ces découvertes primaires, cette observation, le passage par la sensation, en fait. Et en termes d'évaluation quantitative, je ne vois pas vraiment comment le dire. C'est tout l'intérêt, en fait, pour moi, de travailler en complémentarité, c'est-à-dire en ayant le quantitatif d'un côté et le qualitatif de l'autre, c'est-à-dire d'aller sur le terrain avec des enseignants et leurs élèves, d'observer un maximum d'éléments, de filmer, d'enregistrer un peu ce qui se passe, justement pour qu'en parallèle de l'aspect quantitatif, qui serait là pour détecter des effets à grande échelle, malgré la variabilité forte entre les classes, entre les régions, etc. Donc, à partir de ce travail d'observation qualitative, de faire ce que le collègue théoréticien fait au quotidien, c'est-à-dire de déceler justement ce genre d'éléments qui seraient difficiles à détecter par le quantitatif. Et dans ces questionnaires, je rajoute aussi qu'il y a des questionnaires de connaissances, mais il y a aussi des aspects plutôt dans le rapport à l'environnement aussi, de la connaissance de son environnement, de ses pratiques quotidiennes, pour voir s'il y a des transformations en termes de comportement ou d'attitude par rapport à l'environnement. Et là, je te rejoins, c'est qu'il y aura besoin effectivement d'une observation de terrain pour mettre en évidence ces éléments. D'autres questions? Pas de piste d'activité, que faites-vous, comment envisagez-vous de faire? Oui. Peut-être ce que l'on fait tous les trois travaillent ensemble. En première, on a la chance d'avoir une part pédagogique dans le lycée, on fait une sortie sur la part. Et puis, on fait le service positif, on fait un jeu de rôle. On a deux versions, une version où c'est se mettre à la place d'un conseil municipal. On a décidé de choses, et puis il y a deux versions où c'est la forêt qui est à côté avec un certain nombre de projets. Et donc, chacun des projets parfois qui sont indépendables, mais c'est aussi l'intérêt de voilà. L'important dans ce que j'ai raconté, c'est pas de dire qu'il y a des bonnes choses à faire, d'autres mauvaises choses à faire. C'est qu'en fait, quand on choisit de faire quelque chose, on se pose la question de pourquoi on a choisi de faire ça, et qu'on se questionne sur, à la fin, c'est ce qu'on sait tous, mais de manière assez intuitive, c'est-à-dire, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, est-ce que j'ai senti qu'il se passait quelque chose ou pas. Peut-être c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin que ça, et de voir dans quelle direction on peut aller. Et puis surtout l'idée de partager, en fait. On manque de partage par rapport à ça. Moi, je ne suis pas là-dessus, il y a des groupes de partage sur Facebook, etc. Donc, il faut que j'y sois, parce que sinon je ne vais pas arriver à échanger avec les collègues. Mais je vois quand même que ça reste un partage qui est assez de façade, c'est-à-dire qu'on dit on a fait ça, mais qu'il n'y a pas un échange qui est sur le long terme, il n'y a pas un échange qui est riche, je trouve, qui est construit. D'où l'importance de développer des réseaux un petit peu plus, d'être un peu plus importants sur le long terme pour qu'on puisse construire des choses en commun. Mais c'est pas facile, parce qu'on est tous pris dans nos activités quotidiennes, dans nos vies personnelles, et en fait c'est pas facile. Si l'institution ne nous offre pas des temps d'échange, des temps de formation qui sont plus informels que formels, eh bien c'est compliqué. C'est compliqué.
dire, tiens, c'est le temps, pourquoi il y a sur le mur, un pied du mur sur le trottoir. Et donc, faut-il qu'on commence uniquement sur. Et là, ça peut susciter des échanges chez les jeunes, de la curiosité, et ça peut peut-être aussi placer un peu les problématiques qu'on va aborder par rapport au. C'est un peu c'est là où je pense qu'on est dans un lycée, il y a presque tout ce qu'il faut, il y a des arbres, des plantes, presque des arbres logiques, il y a un bois et une forêt à côté. Voilà, mais c'est vrai que c'est aussi versé sur le terrain, parfois c'est très chronophage, en effet, si elle est développable de droit, alors que juste faire une petite activité en extérieur, par exemple, ça peut faire quelque chose. Les étudiants ont des questions, des idées ou quelque chose, alors que je passe la parole au suivant. Je vais continuer avec des témoignages. Donc au niveau collège, ça marche vraiment super bien. Moi, je m'intéresse à l'éducatif, des moutons, des abeilles, des pommes, le mar. Je sors le plus possible, ils adorent ça. On fait de la chasse de graines à la chaussette. On fait de l'orgade, des miniatures. Et là, on va commencer à beaucoup utiliser l'ILP d'espèces. On a un élus représentant ici, et que je vous invite à découvrir, qui permet d'aborder la biodiversité en utilisant par exemple des applications pour déterminer les espèces et ensuite de faire remonter les données qu'elles soient vraiment utilisées par de la science participative. Et il y a des clés qui sont super bien faites, et c'est des outils qui n'existaient pas avant et qui, moi, ma génération, on n'était plus profs de sciences nat. Par contre, tout le monde pensait qu'on était encore des profs de sciences nat et on passait vraiment pour des pignoufs qui ne savaient pas reconnaître les plantes ni les animaux. Alors que maintenant, ça, les applis, ça permet de gommer cette là. Et ça, c'est vraiment super bien. Et après, pareil, même si on est en ville, on peut aussi, juste avec les ULO, les outils, les paraméciques, les Volvox, les Tardivat, ça marche. Oui, c'est vraiment un outil qui est intéressant et je complète ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut même aller jusqu'au travail d'analyse. C'est fondamental de participer, d'être dans l'action. C'est intéressant aussi de questionner l'analyse derrière, le protocole d'échantillonnage, de travailler sur le fond de la méthode de recherche qui est derrière. Je pense que ça vaut le coup. Moi, j'ai une petite question par rapport au livrables que vous demandez souvent aux élèves. Est-ce que vous utilisez des types de livrables durant le cours? Est-ce que c'est des présentations orales? Est-ce que c'est des posters? Est-ce que c'est des reportages? Est-ce qu'il y a des préférences? Je pense que ça dépend vraiment du choix du collègue. C'est-à-dire, soit on est dans une démarche de projet, comme je disais tout à l'heure, dans ce cas-là sur le long terme, donc il pourrait y avoir une présentation à la fin ou un mini-rapport, ça c'est envisageable. Mais pour la plupart des situations que je présentais là, on était plutôt sur des activités d'enseignement, beaucoup de travaux pratiques. Et dans ce cas-là, le résultat, c'est plutôt la production de données, la réalisation d'un graphique, etc. Donc des choses plutôt réalisées dans l'instantané, éventuellement évaluées dans l'instantané, mais qui ne vont pas forcément jusqu'à la présentation. Mais ça pourrait être, en fait, la diversité des possibles, elle est vraiment grande. Et le seul intérêt, je dirais, de ce genre de présentation, c'est pour les personnes qui n'osent pas, il y en a qui n'osent pas pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'il y a un éventail de possibilités. Et qu'après, en termes de rendu d'élèves, de transcription, etc., là aussi, c'est au niveau du choix de l'enseignant de faire son choix. Donc, merci. Et puis, n'hésitez pas donc à m'écrire, à me faire signe si vous avez besoin des questions autour des thématiques d'écologie. C'est mon travail, du fait de